C'est bon ? Eh ben on va pouvoir commencer. C'est parti pour cette nouvelle table ronde. Eh ben rebonjour à tout le monde. Merci d'être présent, d'être présente à cette nouvelle table ronde du Festival des Palourdes. Aujourd'hui, on va aborder avec mes trois invités un sujet important au niveau des collectifs, le rapport à la propriété. Un sujet au cœur des projets collectifs. On est ensemble jusqu'à 12h30. On va passer un très bon moment ensemble. Vous allez un petit peu bouger. Je vous préviens tout de suite, comme ça permettra de vous chauffer petit à petit. Tout d'abord, je vais peut-être passer la parole à mes invités pour pouvoir se présenter. Voilà, qui vous êtes, d'où vous venez et ce que vous avez envie de dire. Voilà. Je te passe la main, Sévac ? Ouais. Salut. Moi, je m'appelle Sévac et je suis cofondateur de l'asso Hameau Léger. Et à côté de mon travail, j'aime beaucoup étudier tous les jours des sujets comme la propriété ou le travail, ce genre de choses. Et je m'occupe aussi beaucoup de la partie juridique des projets de Hameau Léger. Donc travailler avec les notaires, les avocats et les collectifs pour avoir des modèles adaptés à toutes les situations et avec un socle commun aussi entre toutes les possibilités. Voilà. Ah oui, pardon. Vous avez un micro. Ouais, je préfère. Okay. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Amel Bounasser. Je suis avocate au barreau de Rennes. Donc, au sein d'un cabinet qui s'appelle AVD Avocats. Donc, c'est un cabinet qui s'intéresse plutôt au droit rural et au droit de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc qui s'appelle AVD Avocats pour approche vivante du droit. Et j'aurai peut-être l'occasion de vous en dire 2 mots tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis également très heureux d'être là pour cette table ronde. Moi, je m'appelle Adrien Roussel, je suis notaire à Paris. Et je m'intéresse particulièrement aux alternatives au droit de propriété classique. Donc j'accompagne à ce titre-là les acteurs de l'ESS, comme ML, des foncières solidaires qui travaillent leur approche à la propriété et à l'usage, et aussi des coopératives d'habitants, des habitats légers, en fait, toutes les formes différentes d'approche et de rapport à la propriété. Et donc c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Et on a hâte d'en parler avec vous. Merci. Et pour terminer, je vais me présenter rapidement. Donc moi, je suis Vincent Munot, je suis membre bénévole chez l'association Hameau Léger et donc j'animerai cette table ronde sur le thème de la propriété. Avant de commencer, déjà, on aimerait bien récolter vos attentes dans le public par rapport à ce thème de la propriété. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des attentes particulières sur le sujet, peut-être des envies d'aborder certaines parties? Il y aura un temps de questions-réponses. On va rester sur un format 1h, 1h10 de présentation, de discussion, et on fera après un temps de questions-réponses. Mais est-ce que déjà vous avez des attentes? Oui. Oui, moi je voulais savoir ce qu'il fallait s'attendre dans le partage de la propriété. Si on achète par exemple un champ pour monter un hameau, comment on va pouvoir gérer la copropriété? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres attentes? Tu peux répéter? Ouais, vas-y. Distinction propriété du sol et distinction propriété d'habitat. Donc la distinction de la propriété du sol avec la propriété de l'habitat. Est-ce qu'il y a d'autres attentes? Vous pourrez avoir des questions après, vous aurez le droit de poser des questions après. Mais si... C'est bon pour vous? Ok, les différents baux qui peuvent exister. De rien. Merci à vous, surtout. Et bah s'il n'y a pas d'autres attentes, je vais quand même vous solliciter une deuxième fois. Là, comme on va entamer un temps qui va être beaucoup solliciter la tête, je vais solliciter d'abord, on va essayer de se bouger un petit peu et de solliciter votre corps parce que là, il fait un peu frais, on est encore sorti du petit-déj, voilà, on va se bouger un peu. Donc je vais vous poser une première question, on va faire ce qu'on appelle un rapide débat mouvant.
Donc sur l'axe qui est juste ici, je vais vous demander de vous placer, en fonction de la question, de vous placer sur deux opposés. La première question, ça va être tout simplement à quel point vous êtes à l'aise de parler de propriété. À quel point vous êtes à l'aise de parler de propriété en famille, entre amis, enfin voilà. Propriété en tout genre. Là, c'est quoi les... Et donc les opposés, ça va être, vous êtes clairement pas à l'aise, ça vous crée de l'urticaire dès que vous devez parler de propriété, ou zéro problème, j'en parle tous les jours. Donc je vais vous demander de vous lever et de vous placer sur un axe. Vous avez le droit d'être au milieu. Ouais ? Moi je suis pas à l'aise déjà parce que j'ai une vie où je ne travaille pas du tout, j'ai pas d'argent et l'accès à la propriété du coup elle est un peu complexe vis-à-vis de ça parce que c'est systématiquement un investissement financier. Merci. Au milieu, est-ce que quelqu'un a envie de témoigner ? Est-ce que tu peux te rapprocher ? Alors, je sais qu'on parle pas d'être à l'aise avec la propriété ou pas, mais bien d'en parler. Moi, j'aime bien en parler, par exemple, dans des environnements comme celui-ci, en parler à mes amis, etc. Mais je suis propriétaire en indivision avec mon frère. Et avec mon frère, c'est extrêmement compliqué d'en parler. Et donc, il y a en fait ces trucs de contexte hyper importants. C'est pour ça que je reste au milieu. Parce qu'en fait, j'adore en parler. Mais quand on parle directement avec les gens concernés et quand tu es sur un truc où, par exemple, moi, j'ai envie d'ouvrir mon lieu à tout le monde et lui, il a envie d'être tranquille, ça devient plus compliqué. Merci. Et au bout, les gens qui sont à l'aise d'en parler, voire qui en parlent tous les jours, même au petit-déj, est-ce que quelqu'un a envie de témoigner, de dire pourquoi vous êtes à l'aise ? Étant très faible possédante, j'ai l'impression que c'est une forme de privilège de pouvoir parler de propriété, ne possédant absolument rien. Et j'ai l'impression que c'est un enjeu de société, donc j'aime mettre les pieds dans le plat et en parler avec des personnes possédantes, propriétaires. Merci beaucoup. Eh ben, je vais vous inviter à vous rasseoir et on va pouvoir commencer les premières questions pour mes invités. Et donc pour cette première question, entrée de jeu on va dire, je vais demander à mes invités de me dire, pour eux, c'est quoi la propriété ? Comment vous définiriez la propriété ? Je vais y arriver. Qui a envie de prendre la parole en premier ? Adrien ? Alors moi je vais parler en tant que juriste. La propriété, déjà pour désacraliser un peu ce mot qui fait peur, c'est une relation entre les personnes à propos des choses. Et déjà quand on voit la propriété comme ça de manière un peu plus dynamique, c'est-à-dire sans société il n'y a pas de propriété. Dans les très grands espaces il n'y a pas de propriété. Dans les sociétés primitives il n'y a pas de propriété. Donc déjà c'est une relation. Ça, c'est parce qu'on est dans une relation par rapport aux autres qu'on est obligé de se définir, enfin, dans l'ère moderne, avec la propriété. Et deuxième échelon, cette propriété, elle existe souvent, la plupart du temps, parce qu'il y a l'État au-dessus qui garantit les relations de propriétaires entre les personnes qui se sont accordées entre propriétaires et non pas propriétaires. Et après, on y reviendra. On va essayer de ne pas être trop théorique et en même temps de parler de pratique. Enfin, ça va être un mélange des deux. Il faut aussi, dans le fantasme collectif, je pense, dissocier possession de propriété. Parce que la propriété, si elle est bien utilisée, et c'est l'objet de cette table ronde, pour des projets collectifs notamment, c'est pas un tabou, why not ? Si c'est juste posséder le monde, posséder la terre, ça renvoie pas à la même notion de pouvoir et de domination sur les autres que de posséder par rapport à être propriétaire. Voilà pour mon approche. C'est vrai que tu veux ou quoi ? Je suis galante avec les gars. Vas-y. Moi, j'en ai une définition peut-être plus philosophique. Donc, forcément, quand c'est philosophique, c'est plus large. Mais je suis d'accord sur un plan juridique. Sur un plan philosophique, pour moi, c'est aussi le lien entre les choses, mais toutes les choses. Ce qui veut dire qu'à la naissance des choses, il y a déjà donc des liens et donc des propriétés. Après, il y a des formes de propriété qui nous sont inconnues ou qu'on connaît très mal. Donc pour moi, qui dit propriété dit déjà lien et rapport. Ensuite, donc que ce soit les sociétés primitives, les animaux, les sociétés aussi, enfin végétales, c'est-à-dire les groupements en fait de différentes espèces,
ont des liens entre elles et entre elles-mêmes aussi. On peut avoir un lien avec soi-même, et les animaux aussi ont un lien avec eux-mêmes, etc. Donc en fait, il y a de la propriété partout. En fait, quand on dit le mot propriété, c'est qu'on pose une institution. C'est-à-dire, il y a un phénomène naturel qui est le lien entre les choses. On existe, donc on est en lien. Et après, les humains, entre autres, mais aussi les animaux, vont institutionnaliser, c'est-à-dire ils vont fixer une certaine manière d'aborder le sujet. Donc là, on va fixer une certaine manière d'aborder le lien entre les choses. Et donc, cette institution du lien, ça s'appelle la propriété. Enfin, l'une des institutions du lien, c'est la propriété. Et donc, pour moi, c'est quelque chose d'abord, donc c'est philosophique, c'est un concept philosophique avant tout, qui va se décliner dans d'autres langages comme le juridique, l'émotionnel, l'intime, le psychologique, le psychique, le socio-psychique, etc. C'est aussi une histoire. Moi, ma passion, c'est entre autres l'histoire du travail, mais aussi l'histoire de la propriété. Et voilà, comme j'ai dit, vu qu'à partir de la naissance du monde, il y a eu des liens, il y a eu des formes de propriété. Et c'est une histoire très 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 riche et ultra profonde et victime de beaucoup d'obscurantisme et de manipulation historique, de falsification aussi. Et les deux autres choses que c'est, pour moi, la propriété, c'est un enjeu central de lutte. Puisqu'en fait, pour moi, s'il y a 4 mots que je retiens et qui façonnent les sociétés humaines, c'est donc le travail, la valeur, la propriété et l'investissement, le futur, comment on aborde le futur. Et donc, la propriété, c'est un enjeu de combat. Et le dernier, c'est que c'est un flot artistique. Parce que, pardon, comme tous les gros mots que je viens de citer, j'avais mal parlé, il y a des enfants, c'est méga flou. Et donc, qui dit méga flou, dit qu'on est perdu, stressé, manipulable. Et voilà, c'est aussi ça la propriété, pour moi. Alors, moi, je vais compléter peut-être un peu les propos seulement. Je ne vais pas redire ce qui a été dit. Mais peut-être ce qui me semble essentiel à souligner, c'est le fait que le droit de propriété, puisque je parle aussi en tant que juriste, et puis la notion de propriété en elle-même, c'est quelque chose qui a une conception en tout cas différente en fonction du temps et de l'espace. C'est-à-dire que quand on dit en fait droit de propriété, on a le sentiment de parler de quelque chose qui est un peu intouchable, qui est quelque chose de sacré, d'incontestable, comme s'il n'y avait qu'une définition et que cette définition en fait elle s'imposait à nous. Et en réalité, je crois que la première chose à dire, c'est que la définition de la propriété, c'est celle qu'on se donne à un moment donné de notre histoire, dans un espace donné. Ça, c'est extrêmement important, je pense, pour retravailler aussi le rapport à la propriété et le rapport à l'imaginaire qu'on a dans la propriété. Donc, finalement, j'aurais presque envie de dire, aujourd'hui, la propriété est définie juridiquement dans le Code civil. Voilà. Il y a une définition donnée, mais c'est la définition qu'on a aujourd'hui en France. Il y en a d'autres dans d'autres pays, dans d'autres communautés. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai... Et c'est effectivement tout ce que mes camarades là viennent de dire pour l'essentiel, quoi. Voilà. Merci. Tu me fais une transition parfaite par rapport à la question suivante que j'ai envie d'aborder. C'est, du coup, vous parlez de propriété actuelle, mais... Quelle est la propriété en fait qui vous fait rêver ou que vous auriez envie de voir advenir? Peut-être il y a d'autres modèles, d'autres choses à aller chercher et j'aimerais bien avoir votre point de vue sur quelle propriété pour vous serait vraiment le rêve. Justement, je parlais d'imaginaire, du coup je vais continuer et moi je travaille la question de la propriété depuis... que j'ai compris que c'était un vrai objet en fait de travail, ce qui n'est pas le cas en fait quand on est en études de droit. En réalité, on nous présente une espèce de réalité qui est intouchable. Et petit à petit, je me suis un petit peu intéressée à des disciplines comme l'anthropologie du droit, comme un petit peu des personnes. D'ailleurs, j'ai ramené le livre d'un prof de droit à Nanterre, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Voyage en misarchie. Et il s'appelle Emmanuel Doquès. Et dans ce bouquin-là, en fait, ce gars
Ce qu'il fait, c'est qu'il décrit en fait une autre forme de propriété qui existe dans un pays où il débarque en fait complètement accidentellement suite à un crash d'avion, quoi. Et en gros, il rencontre des gens qui commencent à lui parler de la propriété qu'ils ont chez eux dans ce pays qui s'appelle la Misarchie. Et dans ce pays, en fait, ils font une distinction entre les personnes qui ont la propriété sur un bien sans en avoir l'usage et ceux qui sont propriétaires de biens parce qu'ils en ont l'usage. Et en fait, comment dire, la propriété qui est dominante dans ce pays, c'est la propriété d'usage. On ne peut être propriétaire que d'une chose qu'on utilise. Et ça, c'est une première des bases qui est posée. Et je crois que peut-être que si j'ai quelque chose de mon imaginaire ou quelque chose que j'aimerais voir advenir, c'est un lien fort entre propriété et usage, pour ne pas dire un lien exclusif. Et l'autre aspect aussi qu'il met en avant, c'est pas moi, mais c'est cet Emmanuel Docès, il parle de propriété fondante. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui pose difficulté dans la propriété telle qu'on la pratique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est le caractère marchand. C'est le fait, en fait, de spéculer, le fait d'exercer une domination financière et que cette propriété soit un outil de domination. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est proposé, par exemple, dans ce roman, qui est extrêmement intéressant pour plein de choses, c'est de dire que la propriété est fondante. C'est-à-dire que on est tous êtres humains de passage sur cette terre et en fait, tant qu'on utilise quelque chose, eh bien, on en est propriétaire, ça a une valeur. Mais tant qu'on avance dans le temps et moins on a cette durée d'utilisation de ce bien-là et moins il a de valeur. Alors qu'on observe tout à fait autre chose aujourd'hui dans notre société, dans des dynamiques de spéculation. En fait, avec le temps, au contraire, en fait, le foncier prend énormément de valeur, parfois sur des critères qui sont complètement incompréhensibles et qui font que finalement, on a des difficultés d'accès à cette ressource, entre guillemets, commune, si on parle du foncier. Voilà, donc peut-être deux choses qui seraient intéressantes à interroger, c'est vraiment appuyer ce lien fort entre propriété et usage et s'intéresser au caractère marchand peut-être de la propriété qui aujourd'hui pose problème et le limiter. Voilà un petit peu quelques pistes de réflexion en sachant que c'est absolument pas fermé, quoi. C'est Voyage en Misarchie, je l'ai ramené. Misarchie. Misarchie, ouais. Société sans domination. Si vous voulez venir le voir après, peut-être à la fin de la conférence. Mais non, c'est le tien. C'est le tien. Oui, en complément de ce que tu dis, Amel, cette notion d'usage, on va en reparler, hein, notamment sur la notion des communs, projet collectif. Et finalement, tu insistes sur le côté et t'interroges la fonction sociale de la propriété, différenciée de sa fonction économique, qu'on connaît, hein, et tous les fantasmes autour de la propriété, c'est la spéculation. C'est mon foncier qui va prendre de la valeur sans que je fasse rien, donc je capte ce foncier en vue de le revendre, avec une fiscalité parfois avantageuse, avec des régimes de faveur, etc. Il y a une autre clarification aussi qui me paraissait importante, c'est que on a la propriété foncière et les autres propriétés. Alors ici, on va plutôt parler de propriété foncière, mais c'est vrai que celle qui est très injuste et qui concentre tous les combats, ça reste la propriété du sol. La propriété foncière et le foncier en ce moment, et à la faveur de la double crise écologique et sociale, ça devient, on se rend compte, un sujet vraiment politique, qui était pour l'instant assez délaissé. Les gens, il faut jamais dire les gens, mais il n'y a pas une culture générale sur le foncier comme on a une culture générale sur l'économie ou sur la politique. Souvent, parfois, les gens ne connaissent pas les prix avoisinants, ou alors ils les fantasment, ils ne connaissent pas comment on dépose un PC, comment on telle ou telle fiscalité, ils ne connaissent pas comment ça se transmet entre familles. Il y a un notaire qui est un peu sombre dans l'histoire, qui a les clés du camion, mais il connaît les grands-parents, il connaît l'oncle, il connaît la tante, et puis finalement, on est un peu perdu face à la notion de foncier et face à cette notion de propriété. On pourra peut-être y revenir. Et pour répondre à la question, ma propriété rêvée, moi, je dirais que pour rester dans des utopies concrètes, c'est celle qui pourrait advenir dans les 30 ans. Puisqu'en fait, on n'a pas beaucoup de temps pour changer notre rapport à la propriété. Donc, au risque d'être un peu arrangeant,
j'aurais tendance à dire qu'il faut faire avec les outils qu'on a aujourd'hui pour amener la propriété et le droit tel qu'on dispose aujourd'hui pour servir plus de collectifs en local, en rural bien sûr, et pour créer des archipels de propriétés éprouvées différemment dans les territoires avec l'aval de l'État. Et petit à petit, pour atteindre le fameux effet de seuil, on va réussir à faire changer les pratiques et en une génération, ça peut changer. Ça, j'en suis convaincu. Donc la propriété rêvée, c'est pas le grand soir de la propriété pour moi, même si dans l'idéal, c'est parfait. C'est combiner avec acharnement les outils juridiques qu'on a, donc on y répondra, les différents baux, une approche autour de droits réels, des outils de non-spéculation, de partage, travailler sur la gouvernance, pour finalement arriver sur un droit de propriété qui soit moins vécu comme de la spoliation, mais plus comme à même de relever les défis environnementaux et sociaux qui nous attendent et qui sont pressants dans les 30 prochaines années. Et pour ma part, celle qui me fait rêver, elle existe déjà en France. Elle tend à être détruite méthodiquement par les grands bourgeois et le gouvernement. Et c'est la forme de propriété qui a été inventée en 1946 avec la création de la sécurité sociale à régime général et taux interprofessionnel. En gros, c'est la sécurité sociale comme nous on la vit aujourd'hui, et qui a, en fait, en créant la sécurité sociale, on a créé beaucoup d'autres choses, et notamment une forme de propriété qui est de deux types. Donc déjà, c'est toujours une propriété non lucrative, c'est-à-dire que même si on a le papier qui dit qu'on est propriétaire, ça justifie pas de gagner de l'argent grâce à ce papier. Donc ça, c'est le non lucratif. Et il y a deux choses. Ah oui, pardon. Elle est toujours aussi d'usage. C'est-à-dire que c'est ceux qui utilisent, travaillent, ont la responsabilité, la maintenance de la chose, qui en sont souverains. Ça, c'est un autre concept, la souveraineté. C'est-à-dire, quand on dit propriété, on se dit tout de suite qui est-ce qui décide dans le délire. Donc voilà, propriété non lucrative d'usage. Et après, elle est soit patrimonialisante, enfin patrimoniale, soit elle est non patrimoniale. Et donc en 1946, ils ont inventé un truc pour créer des écoles et des hôpitaux sans le gouvernement, sans De Gaulle et sans les grands capitalistes des années 40. Les travailleurs et les gens se sont réunis avec l'appui des communistes qui étaient au gouvernement pour créer une caisse incroyablement énorme qui représentait tout de suite, dès l'année de création, la moitié du budget de la France. Et chaque travailleur a cotisé dans cette caisse et a mis de l'argent dans cette caisse. Et cette caisse a pu faire une dinguerie qui a été d'investir à fond sur la construction d'une école ou d'un hôpital public par semaine. Pendant 10 ans, on a construit une école publique ou un hôpital, CHU ou CHP sans recherche, par semaine. Et donc concrètement, comment ça marche les hôpitaux ? Donc c'est une propriété non lucrative et qui n'est pas patrimoniale. Donc en gros, c'est les communes, enfin c'est un peu plus complexe aujourd'hui. À l'époque, c'était un peu plus simple, mais aujourd'hui, je ne connais pas le système correctement aujourd'hui, mais je pense que c'est un mélange de propriété de la commune, du département, enfin voilà, des acteurs publics, et qui vont représenter une personnalité qui ne va jamais vendre ou chercher à vendre ce truc. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet parce qu'un jour, si genre on a des baby Macron qui se suivent, certainement qu'ils arriveront à changer les règles du jeu et à vendre ces propriétés non patrimoniales. Et ensuite, il y a une autre forme de propriété qui a été inventée en 1946, c'est la propriété d'usage patrimoniale, c'est celle des travailleurs. En gros, la caisse de sécurité sociale, c'est pas l'État qui l'a inventée, c'est les travailleurs. Et donc, tous ces travailleurs étaient propriétaires d'une énorme somme d'argent qu'ils pouvaient décider d'allouer de différentes manières. Ils ont décidé de créer l'allocation familiale pour créer le salaire parental. Ils ont décidé de créer le système de retraite et de chômage français pour toujours donner un salaire même quand on n'est pas sur un poste de travail, ou pour donner un salaire même quand on est trop vieux pour être sur un poste de travail. Ils ont inventé le régime de l'intermittence du spectacle, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bref, ils ont inventé plein de choses. Et donc, ça me permet de faire 3 distinctions.
En fait, il faut toujours se dire qu'on est soit propriétaire des choses existantes, donc le foncier. Là, pour moi, là-dessus, mon truc rêvé, c'est comme les hôpitaux, c'est-à-dire propriété non lucrative, non patrimoniale, qui est gérée par des représentants du territoire, genre des élus municipaux, des citoyens élus au hasard, des représentants d'entreprises qui sont implantés dans le territoire. Ça, je verrais bien que ça soit géré comme ça pour tout. Ensuite, des choses produites. Donc ça, c'est le régime de propriété de ce qui est produit par le travail, les gens. Là-dessus, ça serait confiné dans les entreprises. Genre, les travailleurs sont responsables des choses qu'ils ont produites, mais ils ne peuvent pas tirer d'argent là-dessus. Ça va juste permettre d'améliorer l'outil de travail ou de produire mieux, etc. Et après, il y a les êtres vivants, genre nous. Quel est mon lien de propriété avec mon enfant, avec mon chien, avec moi-même? Est-ce que j'ai le droit de me tuer ou pas? Et là-dessus, j'avoue, j'ai pas assez creusé, donc j'ai pas d'idée. Mais c'est un vaste champ aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'études, mais j'ai pas lu et je me suis pas intéressé encore à ça. Merci beaucoup pour cette belle introduction vers des futurs modèles. Et justement, moi j'ai envie de creuser un peu. Prochaine étape, c'est un peu d'aller sur des exemples. Là, on a parlé beaucoup d'imaginaire. Et là, j'aimerais bien aller sur une autre partie qui sont les exemples. Et avant de vous passer la parole, j'aimerais bien savoir si dans le public, des personnes ont envie de partager des exemples de propriétés qui vous inspirent. Je ne suis pas étonné de voir ta main levée. Viens, viens. Je te laisse présenter rapidement voilà, l'exemple. Merci beaucoup. Merci. Moi, je suis Circo. J'habite dans une maison bourgeoise juste à côté de Lyon qui a coûté très cher pour ce qu'elle est, mais bon, c'est comme ça, le marché immobilier proche de la ville. Et pour pouvoir investir cette maison avec un projet collectif, on a trouvé une association qui accompagne au montage de coopératives qui s'appelle Les Passages. Et le montage est très astucieux parce qu'en fait, je traduis, hein, c'est pas comme ça qu'ils le présentent eux, mais moi en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que les banques, ce sont un groupement d'investisseurs, vous, nous, tous, voilà, qui ont une puissance d'investissement assez incroyable. Tous les investissements, ce n'est que des prêts, des avances financières que fait la banque et qui vont être payées par les usagers. Ça, c'est le principe de la mécanique du capitalisme tel que je la comprends aujourd'hui. Ce qui nous a permis donc du coup de rassembler, puisqu'on est en ville très nombreux, de rassembler des personnes qui disent bah, moi, au lieu d'avoir de l'argent à la banque, je le mets dans le projet. On arrivait à 400 000 € d'investisseurs. Donc on s'est présenté à la banque comme étant un groupement d'investisseurs pour faire un projet de rendement locatif dans une zone tendue. Et la banque nous a prêté le reste. Donc, évidemment, le banquier, quand il y a tout ça en fonds propres, bah, il est plutôt rassuré. Comme c'est de la location, il est plutôt rassuré. Sauf que du coup, le propriétaire, ce n'est pas les personnes qui mettent de l'argent, c'est la coopérative, la personne morale. Chaque personne prend une action, elle a une voix. Et chaque personne, en ayant une voix, elle peut mettre en compte courant d'associé une avance financière qu'il va réguler soi-même avec la durée, avec éventuellement ses propres peurs. Moi, l'inflation, elle me fait peur, du coup, je veux bien être indexé. Et l'autre qui dit non, non, moi, je m'en fous, de toute façon, tout part à volo, donc je veux bien soutenir, je préfère que l'argent soit là plutôt qu'à la banque. Et du coup, après, une fois en interne, on va comprendre comment ça fonctionne et on va pouvoir faire des choix. Nous, notre choix, ça a été de dire la maison, elle va rester sur pied au moins 100 ans. Donc, si on suit la loi du commerce, ben, on va amortir le bien sur 100 ans et non pas sur 20 ans comme le voudrait la banque. Ce qui fait qu'on paye des loyers entre 50 et 60% en dessous du marché local. Mais pour ça, évidemment, moi, par exemple, je payais 1 000 € par mois de loyer en étant en ville. J'avais cette habitude-là. Maintenant, j'en paye que 400, mais les 600 autres qui restent dans ma poche, ben, en fait, je les prête à la société à mon tour. Donc, je fais de l'épargne dans la société. Et ça permet de rembourser ceux qui veulent partir plus vite. Et après, effectivement, il faut faire confiance dans le temps à ce que le projet rayonne, qu'il attire d'autres personnes à faire la même démarche, de dire, bah, en fait, mon argent à la banque, au lieu qu'il soit utilisé par eux, je vais décider comment il est utilisé. De façon à ce que, petit à petit, le capital fondant, comme on disait, dans 100 ans, la maison n'a plus de valeur marchande, elle disparaît, elle est propriété de la coopérative, et il n'y a plus de loyer que pour entretenir la maison et les charges qu'on ne pourra pas contourner, évidemment, de toute l'existence. Voilà. Merci. Merci à toi.
Est-ce qu'il touche la CAF en tant que locataire, puisqu'en fait, tu as une action. Pardon. Tu as une action, mais tu n'es pas. Ton droit d'usage, il est sous contrat locatif. Donc, je suis par exemple moi associé à la coopérative. Je peux être associé non habitant et prêter des sous pour que ça existe. Mais si je suis habitant, bah, j'ai un contrat de location de coopérateur. Voilà. Et avec ce contrat, je peux aller voir à la CAF. Et comme je suis propriétaire de moins de 10% de l'ensemble de la société, bah, la CAF, elle ne va pas refuser. Merci beaucoup. C'est une SAS coopérative. Société par action simplifiée coopérative, avec la capital variable pour pouvoir accueillir de nouveaux investisseurs au fur et à mesure sans complexité administrative. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager un exemple voilà, que vous appréciez ou que vous avez entendu parler sur la notion de propriété ou le rapport à la propriété? Ouais. Attends. Avant moins le micro pour t'entendre. C'est juste mon fils William qui approche des 40 ans. Il a acheté avec une association une maison à retaper à Thiers. Et ils sont 10 membres de cette association à faire partie pour cet achat. Et ils rénovent la maison. Bon, c'est tous des constructeurs, des architectes, des bricoleurs, enfin tout ça. Et donc ils rénovent la maison eux-mêmes ensemble pour en faire un lieu d'accueil de créatifs culturels. Voilà, c'est une association toute simple, loi 1901. Voilà. Elle est achetée complètement, il n'y a pas de prêt. Achetée complètement, pas de prêt? Ok. Et je vais prendre un dernier exemple. L'office foncier solidaire avec le bail réel solidaire. Ok. Et Mickaël, un dernier exemple? Attends. Je t'invite à venir. Viens. Pour t'entendre le micro. C'est un projet de l'ASPAS. L'ASPAS qui a en gros créé les réserves de vie sauvage. C'est dans le territoire drômois. Et il y a 3 ans, ils ont acheté une terre de 500 hectares. Et en fait, c'est une propriété privée associée à l'association. Mais en fait, je pense qu'ils ont posé un règlement qui contraint l'association et qui contraint notamment le droit d'aliénation de l'association sur ce bien-là. C'est-à-dire qu'en gros, sans droit d'aliénation, en fait, ils s'empêchent que quiconque au sein de l'association et au-delà puisse, en gros, transformer cette terre, la détruire ou en faire un usage qui ne soit pas associé à la protection de ces terres-là. Et du coup, aujourd'hui, c'est... ouais, comme ça. Sur ces 500 hectares, il n'y a aucune exploitation qui est autorisée. Donc pas de chasse, pas d'agriculture, pas de cueillette non plus. L'idée, c'est qu'en fait, ces terres-là soient retournées en libre évolution totalement. Voilà. Et du coup, ça crée des conflits avec les chasseurs. Merci beaucoup. Et bah du coup, Comment juridiquement, c'est peut-être le montage, Mickaël? Le nom du lieu? Non, le montage juridique. Donc une propriété classique avec une charte et des obligations réelles environnementales. Ok. Je me fais l'effort de répéter pour que du coup ça soit bien entendu pour l'enregistrement vidéo. Je vous donne la parole maintenant. Ah, t'as une question? Ouais. Allez. J'avais une question pour peut-être plus Adrien, mais peut-être que tu pourras répondre aussi. Parce que, en gros, quand on regarde l'histoire, un régime de propriété peut, et d'ailleurs c'est assez spectaculaire, mais changer du jour au lendemain. Je prends par exemple, moi je suis arménien aussi. En 1917, ça a changé, enfin en 23 chez nous, ça a changé du tout au tout d'un coup. En 91, quand l'URSS est tombé, ça a changé du tout au tout. Même t'as la France, t'en as de très nombreux exemples. Et en fait, moi, ce qui parfois peut me plonger dans pas une dépression, parce que heureusement j'ai une vie voilà, heureuse, mais qui me met dans le bad quand même, c'est là en fait on expérimente, on crée, avec Amo Léger on a créé un modèle qui est basé sur le bail amphithéotique, on a parlé d'autres choses. Et si demain ça devient encore plus agressif, plus brutal, et qu'en fait il suffit d'une loi, on n'a pas vécu Napoléon par exemple, ça aussi c'est ultra hard, et donc si Macron ou Baby Macron se prend pour Napoléon,
à quel point je tripe, à quel point il y a des garde-fous, ou alors au contraire, est-ce que j'ai raison, tout peut changer du jour au lendemain, et en fait on a expérimenté et ça a été bousillé d'un coup, tu vois. On va répondre ensemble avec Amel, on va essayer de se soutenir. Oui, je dirais, sur ta réponse, et puis après on reparlera des initiatives qui permettent de repenser notre rapport à la propriété, enfin une nouvelle approche collective. Je pense qu'on est quand même, Macron ou pas Macron, dans un état de droit, et il faut s'accrocher à ça. On a quand même un droit constitutionnel, on a quand même, qui d'ailleurs érige la propriété comme droit inviolable et sacré dans la DDH, on a quand même des outils collectivement pour contester des nouvelles lois ou des nouvelles pratiques qui, au gré des événements plus ou moins catastrophiques liés au réchauffement climatique, je pense à ça, parce qu'il va falloir loger aussi tous les déplacements de population, nécessairement. Donc la propriété aussi, il va y avoir des brèches là-dedans quand il va falloir collectivement s'organiser pour avoir une société qui soit vivable et prospère, avec les déplacements de population. Là, il fait 50 degrés en Inde, il parle quand même de 100 millions de réfugiés climatiques. Ça sera dans les pays avoisinants, mais à un moment, voilà, ça arrivera en Europe aussi. Enfin, c'est le sens de l'histoire. Donc, curieux de savoir comment la propriété va résister à ça, alors que déjà à 60 millions, on bataille déjà sacrément. Et puis ensuite, je pense qu'on a quand même, aujourd'hui en tout cas, en attendant ces événements d'ampleur qui nous obligeront à repenser avec l'aide de l'État, enfin j'espère l'aide de l'État, un droit de propriété plus sur l'usage que la propriété spéculative, on a quand même des garanties qui fait que tout ne peut pas s'effondrer aujourd'hui, enfin je l'espère. Et on est en France, on a une grosse tradition démocratique, d'intervention aussi et de participation citoyenne. Donc moi, j'y crois pas trop, pour te rassurer. Mais peut-être qu'Amel, t'as une autre vision, et puis après, on parlera des exemples. Alors, est-ce que j'ai une autre vision? En réalité, je ne sais pas. Parce que, peut-être pour te répondre, j'aurais envie de partager deux choses qui ne sont pas vraiment des réponses absolues, machin, parce que je me méfie toujours de ça. Mais je me dis que scénario pessimiste, vraiment, c'est la merde. Voilà, tout s'écroule, ça va pas. Peut-être ce qui va subsister, quand même, c'est l'auto-organisation. Et ça, on l'a vu dans plein de contextes, parce que les crises, en fait, malheureusement, il y en a souvent et partout. Et en fait, quand même, on remarque dans ce contexte-là, il y a des formes de solidarité qui sont à l'œuvre, il y a des choses qui se construisent et qui arrivent quand même à maintenir un niveau de vie. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, je pense qu'on a une propension à la connerie qui est assez élevée, mais en même temps, on n'est pas si con, puisque quand nos moyens d'existence et de subsistance sont remis en question, on arrive à se dire, bah, peut-être dans mon intérêt, c'est bien que je m'organise avec mon voisin, quoi. Donc, moi, j'ai le sentiment que ça peut aider. Et peut-être que du coup, si on doit se préparer à ça un peu comme un entraînement sportif, quoi, ce que j'aime peut-être, c'est ce qui se joue là dans ces initiatives qui ne sont pas nouvelles, en fait, qui sont en réalité anciennes. On a toujours le sentiment de réinventer l'eau chaude, mais ces débats, en fait, autour de la propriété et tout ça, et ces rapports de force, de domination, ils ont toujours plus ou moins existé quand on se rappelle de l'histoire. Donc on s'interroge même si ce n'est pas très lié à même la condition humaine en elle-même. Mais peut-être que juste se dire qu'il y a eu des précédents, s'en inspirer. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment les gens se sont auto-organisés? Et puis peut-être travailler un peu, nous, sur nous-mêmes et se dire, bon, bah... Voilà, s'entraîner à faire des trucs ensemble, à réfléchir. Voilà. Et en ça, moi, un truc qui me fait plaisir, là, que je vois depuis quelques années, mais qui en réalité a toujours existé, c'est cette dimension de commun, cette notion de commun. Même si on peut en parler des heures et se dire, bon, bah, il y a à boire et à manger dans ce truc, mais peut-être que s'il faut retenir quelque chose de ce truc sur les communs, c'est le commun. Et se dire que c'est peut-être une bonne idée, quoi. Voilà. Est-ce que du coup, vous auriez des exemples par rapport à ce sujet ?
Adrien, vas-y. Les exemples concrets, mais c'est vrai que tu pourras peut-être commencer par un mot léger comme exemple concret. Parce qu'on est vraiment sur, avec la dissociation, enfin le droit réel, le bail amphithéotique, on est sur un des exemples d'organisation collective qui tord le bras au droit de propriété classique plein et entier. Bah, un truc que je dis souvent dans le cadre d'Amo Léger, enfin quand j'accompagnais des collectifs moi-même, et ça me permet de aussi faire, pas une réponse, mais c'est en fait de ne pas oublier qu'on est des êtres qui ont été formatés sur une ontologie, c'est-à-dire une manière d'aborder l'existence, d'être individualiste. Ça, c'est la grande nouveauté par rapport à toute l'histoire de l'humanité. C'est que, en gros, ça fait peut-être 300 ans, 200 ans bien affirmés, où on a les premiers êtres humains qui sont de fondation individualiste. Et ça n'a jamais existé. C'est ça qui me fait flipper, parce que le jour où ça partira en couille, je sais pas comment des êtres individualistes au cœur, dans leur être, vont réagir. On sait comment les êtres humains de façonnage peut-être communautaire ou animiste, enfin peu importe, bah, on réagit, ça on sait comment ils ont réagi, mais on sait pas nous comment on va réagir. Enfin, si on voit déjà des exemples, ça pue la merde un peu. Mais chez Amo Léger, en fait, je dis ça parce que nous, à Amo Léger, on a pris en compte ce truc qu'on est des êtres individualistes, en tout cas en Occident, Europe occidentale 2020. Et donc, le modèle qu'on a, bah, c'est basé évidemment sur la propriété non lucrative. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est de se dire qu'il n'y a personne qui détiendra un papier et qui gagnera de l'argent grâce à ce papier. La deuxième chose, c'est qu'elle est basée sur l'usage. Ça va ensemble. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que des gens qui n'habitent pas sur le lieu, qui ne vivent pas la responsabilité, les conséquences, les bonheurs, mais aussi les malheurs du lieu, bah, aient quelconque droit sur les décisions. Donc ça, c'est la souveraineté. Je crois qu'il y a un autre concept, ça s'appelle la... Merde, on l'utilise souvent, mais j'ai oublié. Mais en gros, voilà, ça, c'est la souveraineté des usagers. Et la troisième chose, mais là, c'est lié au côté léger, c'est que vu que nous, on essaie de promouvoir un immobilier mobile, enfin, en tout cas, qui n'est pas attaché au sol, on arrive à séparer donc le foncier, qui reste une propriété patrimoniale de la commune, et qui va nous donner un droit d'usage extrêmement vaste, et le plus long possible, 99 ans, pour les habitants. Et le fait de poser sa maison sur le terrain te transforme en usager, avec plein de pouvoirs et des responsabilités aussi, comme payer les impôts, les taxes, garder le terrain en bon état, l'améliorer, etc. Et donc ce modèle, il a des avantages, parce qu'il permet non pas de combattre, mais de contourner un problème qui est la spéculation foncière, puisque les communes peuvent répartir sur 40, 50, 60 ans, 100 ans, le prix du terrain au marché sur beaucoup plus long. Donc c'est comme si les gens payaient un crédit de 60 ans ou 80 ans pour être sur le terrain, et c'est extrêmement avantageux. Et ensuite, le côté habitat léger, bon, y a beaucoup de frais en moins, c'est beaucoup plus économique. Et ça, voilà. En tout cas, c'est un modèle qu'on pousse, on est en train d'en développer d'autres. Notamment avec Adrien, on travaille dessus. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a des exemples. Quand la commune veut vendre le terrain absolument, comment on fait pour avoir toujours une propriété non lucrative d'usage pour ce hameau léger-là? Moi, par exemple, je suis en train de monter un hameau léger où on achète le terrain et on n'est pas en bail amphithéotique. Et il n'y aura pas de béton, mais les maisons, elles seront quand même attachées. Bref, en gros, chaque nouveau cas nous pousse à explorer des nouvelles solutions. Mais la base, pour nous, chez Hameau Léger, c'est souveraineté des usagers, non-lucrativité et le côté réversible. Voilà. Et le bail amphithéotique qui dure 100 ans, potentiellement, il peut s'arrêter si le projet n'est pas au niveau ou au contraire qu'il y a un changement politique en la défaveur du hameau léger. Là, ce serait dramatique, mais ça pourrait arriver. Donc on n'a pas des solutions à tout. On pousse une solution. Elle durera au moins 100 ans, donc c'est pas dégueulasse. Mais voilà, on cherche encore, on se creuse la tête. Ouais. Je voulais réagir à ce que tu disais et après vous donner des exemples très concrets. Il y en a plein juridiquement qui sont possibles et dont on pourra discuter. Sur ta remarque sur la propriété, enfin le caractère assez individualiste des gens et qui peut nous laisser un peu incertains sur la manière dont on va se retrousser les manches dans les années à venir. Je pense qu'il y a de l'espoir quand même, vraiment, parce qu'on a un secteur déjà de l'économie sociale et solidaire qui en France pèse beaucoup, beaucoup plus qu'il n'y paraît.
Ensuite, parce que les projets communs, et je pense qu'ici tout le monde va être d'accord, ça rend quand même heureux d'être collectivement embarqué dans une aventure. C'est pas de la façade philosophique ou politique, c'est vraiment une source d'épanouissement. Alors il y a des égos, il y a des choses à gérer, mais c'est des aventures quand même humaines et qui peuvent être apportées et placées sur le terrain de la propriété. Je pense que c'est enviable. En réalité, c'est enviable, c'est pas du tout pas enviable. Et au contraire, la personne qui va être chez soi seule mais propriétaire, pour le coup, elle n'est pas enviable. Et on en parlera peut-être, parce que Amel, je sais que sur les communs, tu as un avis. Sur les communs, on disait il y a une tragédie des communs, c'est qu'en réalité, des choses gérées collectivement sont dégradées. Nous, on habite à Paris, enfin j'habite à Paris, et l'exemple, même si c'est Vincent Bolloré qui en a fait les frais, c'était la voiture partagée, là, Autolib. C'était un massacre, le truc. C'était une propriété commune, un usage commun essayé dans Paris, avec une logique individualiste des Parisiens. Les gens prenaient des McDo, ils laissaient le McDo, ils fermaient la porte de la voiture. Bon, ben, je sais plus, en 2 ans, Hidalgo a tout arrêté et a obligé Bolloré à démonter toutes les bornes. Donc ça donne pas beaucoup d'espoir. Pourtant, l'ESS pèse 10% du PIB. Pourtant, la gouvernance dans les entreprises est en train d'être énormément réétudiée. Le partage de la valeur aussi. Et donc, concrètement, pour parler d'exemples que je connais, sur les lieux collectifs et quelles solutions on a tout un panel. Vous parliez du BRS, ça c'est à l'initiative de l'État. Le bail réel solidaire, on dissocie la propriété du sol de la propriété des constructions, ce qui fait une réduction de quasiment 36 à 40% de la valeur au mètre carré à la fin, à la revente. Donc l'État, via un OFS, reste propriétaire du sol, et finalement les gens n'achètent que la partie bâtie. Ça, c'est à l'initiative de l'État. En complément de l'initiative de l'État, je crois beaucoup à ce que les citoyens se mouillent via la finance solidaire, via la finance citoyenne. Ça aligne les gens avec leur propriété, comme dans les oasis, comme dans les sociétés coopératives. Et donc des exemples très concrets. Par exemple, dans le Pays Basque, je fais partie d'une association qui s'appelle Etxalde, qui, elle, travaille sur le démembrement du droit de propriété. Donc ce n'est pas le sol et les constructions qu'on va dissocier, c'est le droit de propriété lui-même sur l'usus, fructus, abusus. L'association, qui est en SIC, Société Coopérative, va rester propriétaire de la nue propriété et va uniquement céder l'usufruit sur 100 ans. L'usufruit, c'est un droit d'usage. Donc ça marche. Et pour ça, ils font appel à la collecte citoyenne. C'est une sorte de livret logement Pays Basque. Là-bas, ils sont confrontés à des prix à 10 000 € du mètre sur la côte, entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, jusqu'à Hendaye. Il y a un phénomène de relégation territoriale. Les gens font une demi-heure de voiture pour venir travailler alors qu'ils ont des métiers qui sont essentiels. Ils sont obligés d'aller dans les terres pour se loger. Donc ça crée en plus des mouvements pendulaires de voitures, donc plus de pollution, etc., etc. Et donc là, cette association, elle dit, mais on achète la nue propriété avec une foncière citoyenne. Donc les gens cotisent et on va chercher du levier bancaire pour le reste. On détient des immeubles en commun et on cède uniquement l'usufruit avec des critères d'éligibilité pour que les gens deviennent usufruitiers. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples. Dans la Drôme, juste à côté d'Aspas, il y a Terre de Liens, bien sûr, dont on parlait hier. Il y a Village Vivant aussi, qui est une foncière solidaire, qui fait aussi appel à l'épargne citoyenne et qui achète des lieux, des boulangeries, des librairies, des épiceries, des relais, et qui font revivre dans l'ultra-ruralité des fonciers pour lesquels il y a trop de coûts de travaux et une barrière à l'entrée. Et avec de la finance citoyenne, ils achètent ces lieux-là, et ensuite, eux, ils se comportent, c'est quand même assez intéressant, en tant que propriétaires responsables. Donc ils vont travailler sur des loyers progressifs, sur des franchises de loyers. Ils vont aligner les locataires, leurs locataires de la foncière, avec eux, en disant on crée une SCI, on achète la boulangerie dans un centre-bourg de 500 âmes. La première boulangerie, c'est le Leclerc à 3 quarts d'heure de bagnole. On réouvre collectivement cette boulangerie. Il y a un couple qui s'installe en bio, qui devient locataire. Et bien ce couple-là, par effort et par alignement, il prend des parts dans la SCI qui est propriétaire. Et petit à petit, si le commerce marche bien, il va pouvoir monter au capital de cette SCI et même, au terme de 15 ans, 20 ans d'exploitation, racheter les murs qu'il exploite en tant qu'exploitant boulanger.
Donc en fait, je crois beaucoup à cet alignement entre déjà propriétaires et locataires, qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des positions qui sont très manichéennes. Un locataire, c'est mon propriétaire, il va être obligé d'indexer mon loyer, il va me demander plus de loyer l'année prochaine, etc., etc. Et on ne se parle pas beaucoup entre propriétaires et locataires. Donc il y a aussi peut-être une relation à réinventer entre locataires et propriétaires pour un foncier abordable, un foncier durable, et pour répondre à ces enjeux-là. Et un dernier exemple, parce que je suis un peu long, c'est l'utilisation d'organismes à but non lucratif, comme les fonds de dotation, qui sont un peu des fondations privées, et qui peuvent acheter encore avec de la participation citoyenne, mais cette fois-ci désintéressée. Un fonds de dotation, c'est comme une association, hein. Elle va acheter un lieu avec des dons, elle va pérenniser, grâce à l'objet social du fonds de dotation, ce lieu-là, en mettant en place une gouvernance collective et partagée. Et elle peut ensuite passer à bail, par exemple, à une association usagère qui va, pendant 99 ans, rechargeable après, utiliser le lieu. Et donc, on n'a pas de spéculation, on a un lieu qui est gelé dans un fonds de dotation qui est supra-sociétaire, dans lesquels on peut mettre en place des clauses non spéculatives, etc. Et donc, très récemment, par exemple, à Paris, il y a un cinéma comme ça, qui est en passe d'être acheté par un collectif, qui réussit en plein Paris, dans le quartier latin, à monter un fonds de dotation, grâce à l'intérêt qu'ils ont suscité dans le milieu cinématographique. Ils vont racheter le lieu via le fonds de dotation et se le louer à eux-mêmes en tant qu'association via un bail très long terme. Et donc en plein Paris, on a un lieu qui est sorti de la spéculation, qui est pérennisé et qui vaut 3 millions d'euros et qui reste à affectation, à usage culturel, qui est pour le cinéma indépendant et associatif en plein cœur de Paris, alors qu'il n'y a que des UGC et des Gaumont dans toutes les rues alentours. Donc c'est des petits exemples concrets, mais qui montrent que petit à petit, il y a un mouvement de foncière solidaire et d'approche collective du foncier qui est en train de se lever en France et auquel je crois beaucoup parce qu'il implique les citoyens. Alors qu'est-ce que je dois dire, moi là Des exemples. Ouais, des exemples. Exactement, des exemples. Mais j'avais envie de rajouter peut-être un truc par rapport à ce que je racontais tout à l'heure sur l'histoire du scénario optimiste, pessimiste, etc. Peut-être le truc important, c'est que le droit, c'est quand même quelque chose qui intervient quand ça va mal, en général. C'est-à-dire que le droit, il a quand même un caractère un peu supplétif, quoi. Sauf quand c'est d'ordre public, c'est-à-dire que ça s'impose à nous, on n'a pas le droit de faire quelque chose d'autre que ce que prévoit la loi. En réalité, on a plein d'espaces de liberté. Et en fait, il y a un aspect contraignant de la réglementation telle qu'elle est aujourd'hui, mais il y a plein d'espaces en fait à investir aussi. Je crois que ça, c'est important de le dire, parce que en réalité, quand on est propriétaire d'un bien et qu'on décide de faire un loyer assez accessible pour son locataire, etc., eh bien, c'est possible. C'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on a un titre de propriété que finalement on n'a pas la possibilité de fonctionner différemment. C'est donc bien une volonté en fait aussi de le faire. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que y a un gars qui s'appelle Étienne Leroy, qui est anthropologue du droit et qui a travaillé en fait pas mal sur la question de juridicité. Et sur cette question de juridicité, ce qu'il dit, c'est que nous on dit le droit, comme si, pareil, c'était un truc qui existe et qu'il n'y avait pas d'autres sources en fait, de règles possibles. Et en fait, les autres sources de règles possibles, c'est aussi celles qu'on s'impose collectivement. Et donc, il y a une responsabilité aussi collective dans la manière dont on fonctionne ensemble. Et pour illustrer ça, lui, il s'est intéressé en fait au Wolof, au Sénégal notamment, et il expliquait qu'il y avait des modalités d'utilisation des terres et d'attribution des terres qui étaient basées sur l'usage, pour l'essentiel, et qui n'étaient écrites nulle part, et qui n'avaient de force obligatoire nulle part dans les textes qui viennent d'en haut, quoi, dans les textes législatifs qui sont, voilà, qui viennent dans le processus législatif classique. C'est bien des règles qui sont mises en commun, et c'est dans une communauté donnée. Et ce qui fait que leur force obligatoire, en fait, c'est le fait que cette communauté-là a décidé, en fait, justement, que ces règles s'imposaient à elle, et que la personne qui est dans cette communauté-là la respecte parce que
en fait, c'est le deal en fait qui est là, et c'est comme ça que ça marche. Voilà, c'est un deal moral. Donc en fait, finalement, il y a d'autres, à mon sens aussi, rapport à cette question aussi de propriété, de se dire qu'il y a ce qui se joue dans le droit et il y a ce qui se joue aussi dans les règles qu'on co-construit, dans l'imaginaire aussi qu'on a autour de notre rapport individuel. Enfin, je me répète un peu, mais voilà, on met beaucoup de choses sur voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix, oui, c'est vrai, mais il y a peut-être des espaces à investir par ailleurs. Pour revenir à cette histoire d'exemple, moi, du coup, je suis ruraliste, donc j'interviens en matière de droit rural beaucoup, et je fais le lien beaucoup entre l'économie sociale et solidaire et le droit rural. Et parmi, en fait, nos besoins en tant qu'être humain, on a plein de choses, notamment l'habitat, là on en a un peu parlé, et il y a aussi la question alimentaire. Et c'est une question aussi qui est extrêmement importante aujourd'hui, parce qu'on perd des surfaces agricoles, on perd des agriculteurs, et un enjeu important, c'est d'installer des agriculteurs. Aujourd'hui, si on fait une photographie du fonctionnement en fait, du système agricole aujourd'hui, on a des personnes qui se sont installées dans un modèle agricole qui est industriel et qui est aussi, comment dire, de monoculture, mono tout, quoi, en gros, et qui est en train de finalement vivre, j'espère, ces dernières heures, mais en tout cas qui est en train d'être réinterrogé profondément par des personnes qui décident de s'installer en agriculture. Et ces personnes-là, en fait, ont une volonté de travailler là-dedans, ce qui est quand même pas évident. C'est pas l'activité vers laquelle on se tournerait. Enfin, c'est super, hein, l'agriculture, mais pour en vivre, etc., c'est dur, quoi. Mais ces personnes-là se confrontent à des difficultés d'accès à l'outil agricole, c'est-à-dire aux terres, mais pas que, aux moyens de production. Et peut-être aussi, c'est un autre aspect, là on parle du foncier, mais la propriété, elle vient aussi toucher la propriété des moyens de production. Et moi, en ce moment, je travaille pas mal avec une structure qui s'appelle l'Union des jeunes viticulteurs récoltants, qui est une société coopérative agricole d'exploitation en commun, qui existe depuis 60 ans. Et dans son histoire, en fait, elle a été créée pour répondre à deux besoins. Par une association qui s'appelle l'Association des enfants de Paris, qui a en fait sorti des enfants de la rue, des orphelins, qui est parti avec eux vivre dans la Drôme, et qui, dans ce cas-là, aussi a décidé de essayer de travailler à leur donner en fait un cadre de vie agréable, mais aussi un peu des droits sur des terres. Et en fait, cette histoire de ces orphelins a rencontré aussi l'histoire d'agriculteurs en fait qui avaient perdu leurs parents pendant la guerre et qui se sont retrouvés avec un outil de travail mais sans savoir-faire. Et cette situation de nécessité un peu que je décrivais tout à l'heure, elle a donné naissance à cette coopérative parce qu'ils se sont creusés la tête, ils se sont dit on a des terres, mais chacun en fait avait des manques, soit sur un besoin d'être accompagné sur la manière de produire, soit pour accéder aux terres. Et dans ce cas, ils ont créé cette coopérative et ils ont créé un outil qui existe depuis 60 ans aujourd'hui, qui appartient à des agriculteurs, qui est absolument pas aliénable au sens où c'est possible, mais les agriculteurs n'ont aucun intérêt de le faire parce que contrairement à beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui sont payés une misère toute leur vie et qui comptent sur leur capital pour pouvoir le vendre à la fin et se rémunérer en fait finalement une retraite et avoir une vie à peu près décente, ce qui fait monter en flèche aussi le prix des fermes, et bien là en fait c'est une structure qui a permis à des agriculteurs d'exercer leur activité pendant des années en se rémunérant correctement et du coup en ne comptant pas sur cet outil de travail qui lui aujourd'hui vaut plusieurs millions d'euros mais qui est transmissible en fait de génération en génération pour pouvoir permettre simplement l'usage de la production agricole dessus. Donc cette coopérative, en fait c'est ça, hein, c'est une coopérative qui a tous les attributs de la coopérative, c'est-à-dire la lucrativité limitée. Si on vend le bien, eh bien on ne peut pas partager en fait, hein. Quand on dissout une coopérative, il faut savoir que ce qui est à la coopérative ne peut pas être partagé entre les associés. Donc quand on ne peut pas se partager le gâteau en général, on n'a aucun intérêt de vouloir le vendre ou autre. Donc voilà, c'est un garde-fou complémentaire. Et puis il n'y a pas de spéculation puisque la valeur des parts sociales, elle reste limitée à la valeur nominale. Ça veut simplement dire qu'on ne peut pas spéculer sur les parts, on ne peut pas avoir de velléité de arriver avec 100 euros, repartir avec 90 000 euros, comme ça peut arriver dans des sociétés classiques.
D'accord? Donc voilà, un exemple moi qui me semble intéressant en agriculture aujourd'hui, et il y en a d'autres, et c'est le principe des coopératives, des foncières, de tout ça, c'est voilà, cette propriété d'un moyen de production agricole, etc. Et peut-être juste un dernier truc, ça veut simplement dire que ce modèle-là, je pense qu'il a fonctionné pour plusieurs choses. Parce que à la fois il y a cette sacralisation entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, de l'outil de production qui se transmet, mais il y a aussi une réflexion sur les moyens de subsistance des personnes. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'enlever le capital aux gens. Il faut leur dire demain, sans ce capital, dans une société capitaliste, comment ils font pour exister, subsister. Et je crois que ça c'est hyper important de l'avoir en tête, parce qu'on peut pas non plus demander aux gens qui veulent s'engager dans des dynamiques différentes de tout porter sur leur dos. Voilà, simplement une petite... Merci beaucoup. On a parlé de beaucoup d'exemples sur vraiment d'autres rapports à la propriété. J'aimerais bien après qu'on termine sur une dernière partie qui est plutôt comment aller dans le concret, comment aller dans l'action. Et déjà peut-être faire un petit sondage rapide dans le public sur savoir est-ce qu'aujourd'hui dans le public, il y a des personnes qui mènent actuellement des projets ou qui ont envie de porter des projets avec des propriétés plus collectives, que ce soit en famille, en groupe, en société ou autre, juste à main levée comme ça. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de porter ce type de projet? Ah, ça fait pas mal de monde, hein. Ça fait pas mal de monde. Et du coup, j'ai bien envie de demander, alors le temps défile assez vite, de manière assez concise. Est-ce que vous auriez peut-être des conseils sur sur le fait d'aborder vraiment la propriété en collectif, donc vraiment collectif, ça peut être famille, amis, travail, sur peut-être des choses à faire ou à ne pas faire, comment se lancer sur vraiment ce type de projet, et voilà, bien se lancer et faire un maximum, qu'on le vive au mieux. Moi je conseillerais je vais être concret, mais d'aborder le sujet de la propriété dans vos collectifs de manière méthodique et aussi de manière chaotique, les deux en parallèle, et globalement de laisser du temps, parce que comme c'est les sujets, ça fait partie des sujets les plus profonds dans nos sociétés, ça demande du temps. Faut pas... Moi je prends mon exemple concret, ça fait 3 ans que je travaille sur un projet de hameau léger, c'est que maintenant que ça se concrétise, quand je regarde les réponses que je disais, parce qu'on a des questionnaires sur le rapport à la propriété et tout, je suis à l'exact inverse d'il y a 3 ans. Donc ça veut dire qu'il faut laisser du temps et toujours couper le rythme pour s'introspecter avec sa famille ou soi. Mais en gros, au niveau méthodologique, moi c'est toujours un peu la même méthode, c'est-à-dire d'abord un truc 100% individuel, même au sein des couples et des familles. Donc là, nous à Molégé en tout cas, on a des questions, plein de questions à se poser soi-même et répondre sans influence. Ensuite de confronter ça, les réponses au sein de sa famille et ensuite avec les membres du collectif. Donc en gros, premier temps, c'est l'individu et le partage des réponses individuelles. Et ça, en fait, j'ai envie de dire, c'est le principal. Parce que pour moi, si on parle du reste avant d'avoir fait ce travail en profondeur, sans langue de bois, dans une certaine intensité et en prenant le temps aussi pour que chacun se sente à l'aise d'en parler, parce que moi, par exemple, je peux très facilement demander à quelqu'un combien il gagne, combien il a touché en héritage, je sais pas quoi. Il y en a d'autres, ça va les brusquer. Donc il faut se tendre de l'individu. Voilà. Ça d'ailleurs c'est parce qu'on prend acte qu'on est plutôt de culture individualiste, donc c'est important de prendre soin de ça. Une fois qu'on a pris soin de ça, on va passer à un temps collectif, où là on va essayer de faire parler comme une autre entité qui existe, enfin imaginaire mais réelle en même temps, notre projet qui est là, et on va lui poser ces mêmes questions. Toi projet, en fait, un peu les mêmes questions que nous on propose aux individus, on va les poser à cet être imaginaire. Donc hameau léger de X, toi tu vois comment, voilà. C'est quoi ta position sur l'épargne, ou est-ce que c'est important pour toi qu'on sache où vont les choses, par qui sont dépensées les choses, ce genre de questions. Et ensuite on partage. Et là-dessus, normalement, enfin moi ce que j'observe, c'est que quand on est suffisamment honnête et profond dans la partie individuelle, le collectif se dessine assez vite. Et généralement, on va avoir un projet collectif un peu sur la lune ou mal calibré quand on n'a pas creusé toutes les questions et qu'on ne s'est pas laissé le temps de reposer le sujet, le reprendre, le reposer, le reprendre. Et ensuite, quand on a posé ces questions de propriété à la personne imaginaire, bah, c'est de rentrer dans une formalisation. Donc dans les statuts, un règlement intérieur, un bail, un contrat de vente, etc.
Ça va apporter le troisième niveau d'approfondissement, puisqu'on va être obligé d'écrire des trucs très concrets en bon français, et donc ça va tout de suite ressortir les accords et désaccords. Et donc c'est l'occasion de refaire un retour sur l'individu, le collectif et l'écrit. En tout cas, voilà, il ne faut pas s'interdire, quand on est sur la phase de pure formalisation juridique, de remettre en cause des choses qu'on croyait pourtant être d'accord, et parce qu'une fois que c'est signé, après, c'est plus compliqué de bouger les choses. Donc voilà, je dirais individu, collectif, formalisation, et ne pas avoir peur de faire des allers-retours. Et entre chaque étape, laisser des temps chaotiques de discussions informelles, d'aller chez les uns, chez les autres, voir comment les gens se comportent avec la bouffe, avec les chambres, est-ce qu'ils ont besoin que ça soit insonorisé à mort, est-ce que ça les saoule qu'on utilise leur stylo. Plein de trucs à la con comme ça, mais qui vont infuser en vous et qui vont vous permettre de faire ces 3 temps de manière beaucoup plus profonde et voilà. Ça c'est mon conseil. Ensuite, c'est aller chez les uns, chez les autres. Ça c'est mon autre conseil. Moi perso, je trouve que c'est le truc le plus révélateur. Aussi, un truc ultra révélateur selon moi, c'est les histoires familiales. Parlez de votre enfance, quand vous étiez bébé, votre fratrie, leur relation avec les parents, votre chambre, vos objets d'enfance. Pour moi, ça me dit beaucoup plus quelque chose sur quelqu'un plutôt qu'il me raconte le statut qui le fait rêver. Enfin, le statut juridique ou quoi. Et ensuite, posez-vous la question sur vos projets collectifs que vous avez fait dans le passé. Genre une entreprise que vous avez montée, une association dans laquelle vous avez contribué, ou, je sais pas moi, une voiture que vous avez partagée entre 3 très bons amis. Voilà, en gros, finalement, mon conseil, c'est pas rentrer trop vite tout de suite et être omnibulé par le côté juridique des choses, parce que c'est ça qui nous excite, c'est ça qui nous fait peur, donc on a envie d'y aller vite. Mais prendre le temps d'explorer toutes nos dimensions d'être humain bien complexe avant de formaliser et de faire des allers-retours quand vous sentez que vous n'êtes pas bien avec ce qui est écrit sur le papier, quoi. Très rapide, quand tout ce temps de décantation, c'est bon, est fait, foncez. Foncez parce que ça reste fragile et il faut s'accrocher et il ne faut pas être démotivé par les 3 ans qui sont passés entre l'idée originale et la concrétisation. Et deuxième point, soyez des poils à gratter pour les métiers, pour les spécialistes, pour les notaires, pour les avocats, pour les archis, pour les urbanistes. Posez toutes les questions parce que en fait, c'est comme ça que ça nous déplace. Quand vous rencontrez quelqu'un qui peut l'entendre, hein, et en fait, ça nous fait aussi retravailler les bases de notre métier. Alors qu'on était dans une société spécialiste, sur ces questions-là, il faut une vision holistique des choses en réalité. Et je crois de plus en plus qu'il faut qu'on soit capable aujourd'hui, en tant que notaire, en tant qu'avocat, en tant que juge, en tant qu'urbaniste, de penser les choses au global avec toutes les contingences. Sinon, on devient des petits spécialistes qu'on additionne et ça crée quelque chose de pas très lisible. Carrément. Eh ben, tout pareil que mes camarades. Et peut-être un truc en plus. Il y a la formalisation, je crois que c'est vraiment quand même important. C'est-à-dire que quand tout se passe super bien, on se dit, voilà, on y va, on fonce, on fait. Mais je crois que quand même, il faut toujours se poser la question de quand ça va mal, qui décide et que deviennent les individus. Voilà, un truc un peu comme ça. Et puis, il y a 2 choses, je crois que le statut, c'est pas forcément une porte d'entrée, mais c'est aussi un support intéressant pour venir interroger des choses. Et c'est ce mouvement d'aller-retour là que Seva qui décrivait, je le trouve extrêmement intéressant parce que parfois, en fait, le droit, c'est un truc un peu neutre qui vient et on se dit, telle clause, ça va traiter de tel aspect et si jamais il se passe ça. Et ça peut être aussi une occasion de travailler des aspects un peu plus humains et travailler des choses. Donc voilà, les choses sont pas forcément strictement opposées, il peut y avoir des allers-retours et le droit, parfois, moi je l'ai vu dans ma pratique, ça peut venir aussi poser des discussions sur la table qui sont humainement assez difficiles à venir mettre à l'œuvre. Et l'autre truc, moi, auquel je crois, c'est que
effectivement, il faut venir embêter les techniciens, mais il ne faut pas se dire qu'il n'y a que les techniciens qui savent. Et justement, moi, pour avoir échangé une des premières fois avec Sévac, moi, ce qui m'a plu, c'est que, justement, je crois qu'il a quand même été creuser 2-3 trucs avant de venir me parler. Et quand même, il était venu avec des questions extrêmement précises, et pourtant, il n'est pas juriste. Et j'aime beaucoup, en fait, ce truc de se dire que le droit, c'est pas forcément un truc qui est réservé à des spécialistes. Et comme... Bon, voilà, je crois beaucoup à la question de l'éducation populaire, etc. Je crois vraiment qu'on peut être en capacité les uns les autres de s'approprier ces questions juridiques une fois qu'on met un petit peu le nez dedans et venir du coup un peu les tordre, embêter, etc. Voilà, donc ça me semble aussi hyper important à avoir en tête. Et ne pas oublier qu'il y a différents paramètres dans une situation. Et quand on se dit, bah voilà, moi je veux pas être propriétaire, je veux justement m'écarter de ce truc capitaliste, bref, et ben se dire, bah demain, si je me pète le dos, si quelqu'un de ma famille a besoin de moi, si je vais mal, comment je fonctionne, comment je fais. Et que se dire que justement ces questions de travail collectif, c'est quelque chose qui s'inscrit quand même dans une société qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Et même si on essaie de bricoler entre l'État et le marché, on reste quand même dans la société dans laquelle on est. Et je crois que ça, c'est hyper important de se protéger aussi dans la manière dont on envisage ces alternatives, dont on les construit. Voilà. En connaissance de cause du risque qu'on prend, parce que le risque, c'est quelque chose d'individuel et personne n'est là pour vous dire ne prends pas tel et tel risque. Mais je trouve important de prendre un risque quand on le prend en ayant conscience de ce qu'on fait. Et du coup, s'intéresser, gratter, s'interroger, tatati, tatata. Maîtriser un minimum les choses. Voilà, quelques petits conseils. Et merci. Et je voulais terminer avec des conseils très concrets pour vous aider à travailler avec les professionnels du droit aussi, parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été dites. Déjà, comment reconnaître un bon professionnel du droit, vs un con, c'est un notaire, un avocat qui sait dire je ne sais pas, ou qui sait reconnaître une erreur, chose extrêmement rare, vraiment. Mais c'est un peu comme chez les médecins ou quoi, des professions qui demandent énormément d'études et qui sont très dures et très complexes. Et en fait, eux, les juristes, ils veulent nous aider, ils veulent apporter des réponses. C'est pour ça qu'ils font ce métier aussi, pour apporter des réponses à nos problèmes. Et parfois, il vaut mieux dire je sais pas plutôt que conseiller un truc bancal. Aussi, reconnaître quelqu'un qui vous prend pas de haut, mais que vous avez la sensation qu'il vous prend par la main et qu'il a envie de vous éduquer dans le bon sens du terme, de vous transmettre beaucoup d'infos, que vous compreniez mieux. Moi, j'adore par exemple les professionnels du droit qui me font monter d'un cran pour me donner une image globale du sujet. Et au lieu d'essayer de me perdre en disant ah, ça c'est putain de compliqué, technique, machin. Si globalement il n'est pas capable de vous expliquer les choses comme un enfant de 6 ans, c'est que lui-même, il a peut-être pas tout compris, qu'il maîtrise pas tout parfaitement. Moi, mon père, il est mathématicien, il me disait toujours, si tu sais pas expliquer un truc à un gosse de 6 ans, c'est que t'es pas encore au top. Bah voilà, moi, je reconnais comme ça. Après, au niveau des deadlines, il faut accepter qu'ils respectent pas les deadlines, mais je sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est comme les médecins, voilà. Non, mais vraiment, c'est deux choses. Qui sachent dire, je sais pas, qui vous prennent la main, qui vous prennent pas de haut, et voilà, que vous avez l'impression d'avoir un juriste, mais aussi un prof, un petit peu. Moi, ça, je trouve, c'est ultra précieux. Et bah, les deux, il y a deux cas réels. Et aussi, travailler avec des recommandations. N'ayez pas peur, un peu comme les forfaits mobiles, de changer de juriste. Mais quand vous en trouvez un, vous restez, vous bougez plus. Voilà, en gros, parce que je sais qu'il y en a... Moi, avant, j'étais comme ça dans de précédentes vies où je les mettais tous en compétition. Parce que moi, je me disais, je suis dans un monde compétitif, il n'y a pas de raison que j'aille voir tel notaire pour vendre ma boîte ou tel avocat et que je le challenge pas. Mais j'étais un peu trop et maintenant, je suis plus dans une posture d'essayer. Contre-expertise, expertise, machin. Plus vous essayez des notaires et des avocats différents, plus vous ressentez ces choses. Et ensuite, quand vous trouvez le bon, vous ne le lâchez pas et ça devient un ami ou quelqu'un qui vous conseille vraiment. Quatrième chose, les conseils des notaires sont gratuits. Là, j'ai entendu dernièrement, on m'a fait remonter un avocat qui voulait faire payer une séance d'1 heure pour du questionnement généraliste. je lui ai écrit un mail. Et après, dernier truc, c'est ce qu'ils ont dit, on peut être juriste, en fait. Moi, je connais d'autres collectifs qui se sentent super à l'aise, trop à l'aise, et donc qui, par arrogance ou ignorance, ne sentent pas la profondeur du droit, voilà les extrêmes. Donc en fait, j'ai envie de dire, à la maison, soyez un juriste, et ensuite, sachez que vous n'êtes pas un juriste.
et que vous avez besoin de gens qui ont fait des études et tout, qui font que ça pour vous conseiller. Moi, je joue beaucoup le juriste chez moi, mais quand je suis devant eux, bah, c'est vrai que je pose beaucoup de questions et tout, c'est vrai, mais c'est parce que je sais que je sais 10 fois moins qu'eux et que j'ai besoin de leur aide. Donc voilà. Moi, sur tous les projets de Hameaux Légers, parce qu'il y en a qui veulent faire des économies sur l'avocat ou le notaire, c'est une économie de con, parce qu'elle va vous revenir dans la tête. Voilà, en gros, en concret aussi pour les projets. Merci beaucoup. On va arriver sur la fin de notre table ronde. On va entamer une petite phase de questions-réponses. Mais avant ça, je vais vous proposer un petit peu de se réchauffer. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je suis frigorifié. Et j'ai l'impression que pour vous aussi. Donc, je vais vous demander d'être debout un petit peu là, parce que pour se remotiver, voilà, pour se réchauffer un peu. C'est pas comme l'année dernière, il fait pas 40 degrés. Pour la même période. Et donc du coup, on va commencer un petit exercice, on va bouger les pieds tout simplement comme si vous aviez des fourmis. Alors, juste pour se réchauffer un petit peu, voilà. Remettre un peu de l'énergie là-dedans, vous inspirer. En même temps, réfléchissez aux questions que vous avez envie de poser, ça me fait gagner du temps. Et petit à petit, les fourmis montent. Et là, ça commence à être vraiment gênant, il y en a trop. Et on met de l'énergie. Et après, alors je vais le faire avec le micro, ça va être compliqué, mais on va lever les bras, voilà, ça va dans les bras, et ça monte. Et là, le plus intense, wouh, et stop. Ça va mieux? Ok. Et bah du coup, est-ce que maintenant, voilà, il y a des questions, je vais me déplacer. Je vais faire mon bon présentateur télé. Je vois 3 questions, je commence par là et je reviens à gauche. Merci. Sur l'aspect innovation par rapport aux professionnels du droit et aussi par rapport aux collectivités, admettons qu'on fasse des liens entre ces différents domaines juridiques et qu'on arrive avec des propositions mais qui sont quand même très originales. Comment on s'assure, à quel moment, l'erreur est toujours humaine, y compris dans le fait qu'on s'adresse à des professionnels, surtout si on arrive sur des nouveaux terrains de jeu. Et finalement, comment on s'assure que ce ne sera pas remis en question? J'entendais par exemple un projet où c'est l'association qui permettait de cadrer les droits, mais à quel moment finalement le jour où il y a un problème, c'est pas quand même remis en cause devant un tribunal parce que voilà. Donc c'est cet aspect-là qui est un petit peu ou bien je me fais moi-même la réponse que j'avais envie de faire. Je sais plus comment est ton prénom, c'est que il y a toujours un risque quoi que l'on fasse et que une des solutions c'est la diversification, donc d'utiliser différents montages par rapport à différents projets qu'on pourrait avoir. Mais vous avez peut-être autre chose comme réponse pour voilà, comment on fait pour vérifier ou éviter, s'assurer en tout cas qu'une fois qu'on a eu affaire à un juriste, ça ne nous sera pas opposable devant un tribunal. Qui veut répondre? Peut-être ce qui est intéressant aussi quand on passe par un professionnel, c'est que s'il nous dit des bêtises, on peut engager sa responsabilité aussi. Je crois que ça un gage aussi. Moi, par exemple, avec un avocat, c'est toujours bien de signer une convention d'honoraires. De toute façon, c'est une et de mission, quoi. C'est une obligation déontologique. Tous les avocats sont obligés de le faire. Et en fait, s'il y a la moindre difficulté, on paye des cotisations et des assurances assez importantes. Et c'est une responsabilité professionnelle. Donc, ces assurances peuvent venir réparer votre préjudice quand il y a des difficultés comme ça. Mais par ailleurs, je crois que vraiment, je crois qu'il faut être curieux justement et s'interroger, croiser les regards, voir d'autres expériences aussi pour pouvoir se dire bah tiens, y a des choses qui ont été faites à ce moment-là, comment ils ont procédé eux, etc. Et croiser quoi tout le temps, un peu comme disait Séva, peut-être ne pas rester sur un truc, voilà, croiser et puis trouver soit que la personne est rompue à l'exercice, qu'elle a fait tellement de montage comme ça qu'elle connaît aussi, voilà. Mais je crois que le risque, qui est le risque zéro avec autant d'inconnus, on ne sait pas qui est le professionnel, on sait pas qui. C'est difficile quoi. Après, je crois qu'il y a aussi un truc, on peut aussi demander quel risque on prend et décider de le prendre ou non. Ça aussi, c'est possible parce que parfois c'est pas zéro risque, mais le risque est pas non plus.
un frein majeur, et donc on peut y aller et faire quand même. Voilà. Et il y a des dispositifs quand même d'expérimentation aussi sur des choses qui sont un peu à la limite de la légalité. Il y a un dispositif notamment qui s'appelle France Expérimentation et qui permet en fait à des projets qui sont à la limite aussi hors cadre légal, quoi, de pouvoir quand même être réalisés pendant un temps, le temps de l'expérimentation, en toute légalité et toute protection, quoi. Ouais, je pense à un projet justement, c'est vous qui parliez des offices fonciers solidaires tout à l'heure, madame. Eh bien, justement, il y a un projet qui s'appelle Renouveau Paysan qui s'intéresse justement à ces questions d'offices fonciers solidaires et comment on les mobilise dans le cadre de l'habitat des agriculteurs. Ils sont passés par ce dispositif notamment. Voilà. Donc, un petit peu, je sais pas si tu as des trucs à compléter. Non, ouais. Exactement. Sur le choix, sur l'originalité des modèles juridiques et le risque d'opposition, qu'au tribunal administratif ou autre, ça aille pas dans le bon sens. Moi, j'ai une petite matrice aussi pour réfléchir. C'est plus vous êtes sur un projet gros, c'est-à-dire il y a des gros sous, du terrain, du bâti, et plus vous êtes avec des inconnus, c'est-à-dire des gens avec qui vous n'avez pas élevé les cochons ou les plantes, plus je vous conseillerais quand même d'aller sur des modèles juridiques, des structurations, des montages qui ont fait un minimum leurs preuves et sur lesquels on a de la jurisprudence. Et voilà, par exemple, le droit associatif est extrêmement libre. Moi, perso, je ne montrerai pas un montage où la pierre fondamentale, c'est une association, si c'est un budget à plusieurs millions d'euros et des gens que je ne connais pas depuis 10 ans. Voilà. Et plus vous êtes sur un truc petit et où il n'y a par exemple pas de terrain, c'est un bail amphithéotique, ce genre de choses, plus vous pouvez vous amuser, à mon avis, avec sérénité sur de l'originalité juridique. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Et deuxième conseil, c'est quand vous faites votre méthodologie de travail individuel machin, vous êtes emmené à réfléchir sur ce qui est non négociable et ce qui est négociable. Ce qui est souhaitable et ce qui est absolument nécessaire. Et donc, identifiez aussi les risques qui sont pour vous absolument nécessaires de couvrir à 100%, et ceux sur lesquels on peut fermer un peu les yeux, ou en tout cas accepter l'inconnu. Et ça aussi, ça va vous guider dans votre montage. Voilà. Donc moi, par exemple, dans mon collectif, on est très très peu de familles, très très peu nombreux, et des gros sous, et on connaît les risques sur lesquels on rigole pas, et donc on va choisir quelque chose de plus classique. VS, par exemple, le hameau léger du Placy, où ils sont assez nombreux, mais il y a très peu de sous en jeu, et les gens sont nombreux, mais ils se connaissent très très bien, et donc ils s'amusent assez fort avec leur association. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions? Je vois, il y en avait une là. Je passe d'abord là et je ramène de l'autre côté. Oui, merci. Tout à l'heure, Adrien, c'est ça? Ouais. Tu as parlé d'un exemple pour qu'un artisan boulanger, dans un montage, puisse à un moment viser une SCI. Et j'ai l'impression que la SCI, d'un point de vue coopératif, c'est pas ça du tout en termes d'ADN. Du coup, je me dis pourquoi créer du coopératif en laissant dans l'ADN quelque chose de pas coopératif. Oui, j'aurais dû être plus précis. En fait, la société coopérative, c'est la holding, la société de tête. Et ensuite, juridiquement, c'est comme ça qu'on fonctionne. On crée une SCI ou une SAS par projet immobilier qui serait orchestré par la coopérative. Donc la gouvernance, elle va se faire dans la holding de tête. Et ensuite, chaque projet de boulangerie, par exemple, pour reprendre cet exemple, est détenu dans une SCI ou une SAS, où les exploitants vont pouvoir monter au capital de la SCI s'ils veulent racheter la SCI plutôt que racheter le lieu. Mais ensuite, la gouvernance, elle est assurée dans la holding de tête. Et ça descend dans les SCI. Mais donc c'est pas contraire à l'esprit coopératif du moment que la société centrale qui chapeaute toutes les SCI est gérée de manière collective. Après, permettre aux boulangers dans un village de 400 habitants, à terme, si la coopérative, et s'il s'inscrit dans cet esprit-là, parce que lui aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il met des parts dans la coopérative de tête. Donc on a un triple alignement dans la structure de détention de l'immobilier, dans la structure holding de tête qui est coopérative, où on peut retrouver d'ailleurs des collectifs, on peut retrouver la Caisse des dépôts, on peut retrouver la Banque des territoires, on peut retrouver France Active, on peut retrouver des collectivités qui ont le droit d'être dans des SIC par exemple. Mais ensuite, les sociétés de projet, pour comptablement et juridiquement de gérer le projet immobilier, ça peut être une structure SCI ou SAS classique avec deux associés. On n'a pas besoin nécessairement de créer de la complexité à tous les niveaux. Je pense. Hein.
Mais voilà. Et moi, pour compléter un peu, je pense à un projet aussi où ils avaient une SCI, mais la plupart des parts sociales de la SCI étaient détenues par une association. Et en fait, c'est le contexte de transmission qui a voulu ça, parce que parfois on crée, parfois on reprend aussi l'existant. Donc voilà. Et il y a même des banques aussi qui sont pas chaudes aussi pour filer des sous à des COP, quoi. Donc moi, j'ai un projet que j'ai accompagné en tête là comme ça, qui me disait « Ah, mais une SCI, ça leur parle pas trop, etc. » Bon, c'est limite, mais on a dû passer par la SCI. Et le truc, c'est que la SCI, elle peut aussi être transformée. C'est-à-dire qu'on choisit un statut, mais il faut savoir le statut peut très bien évoluer. Une SCI peut devenir une coopérative demain, sans difficulté, mais pas l'inverse. Voilà. Donc, je crois que c'est contextuel aussi. C'est important de dire que le choix d'une structuration juridique, c'est un peu ce que tu as décrit là. C'est contextuel par rapport à la situation donnée, aux personnes. Enfin, il y a plein de... Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait de statut vraiment... Mais je comprends quelle est... Enfin, votre question, je la comprends bien, quoi. Tout à fait. Non, mais absolument. Après un héritage, après un départ, après un changement, ça peut être complètement... et c'est dommage. Ce que tu interroges est fondamental. C'est-à-dire, la SCI, dans la structure, dans son fonctionnement, elle permet deux choses. Elle permet la revalorisation des parts sociales et donc elle permet la spéculation. Voilà. Mais... Justement, en fait, il y a quelque chose d'intéressant dans la créativité de l'usage de cet outil. C'est aussi une structure qui est extrêmement malléable d'un point de vue juridique, dans le sens où il y a une grande liberté contractuelle, comme c'est une société civile. Et donc, du coup, il y a beaucoup de créativité possible là-dedans. Voilà. Et elle a l'avantage, quand même, parfois, de rassurer. Voilà. Mais, exactement, ce que j'aime bien, là, surtout dans ta question, c'est que c'est la question qu'il faut se poser, quoi. Quand il y a un statut, qu'est-ce qui se passe, in fine ? Quelles sont les conséquences possibles et bien les avoir en tête. Ça, c'est super important. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Merci déjà pour tous vos conseils. Et est-ce que vous en avez d'autres? Tout simplement, en gros, non mais de votre expérience, vous avez dû voir des dizaines et dizaines de projets. On sait qu'il y a beaucoup de projets collectifs qui ne tiennent pas sur la durée. Est-ce qu'il y a un peu... des dénominateurs communs, quoi. Voilà, des conditions sine qua non pour que ça fonctionne, et au contraire des grandes causes d'échec vraiment générales que vous voyez toujours d'un point de vue juridique, mais même plus globalement gouvernance. Ouais, je peux. Pour moi, les quelques conseils, c'est premièrement, le juridique, c'est l'occasion de faire parler votre partie, votre dimension pessimiste. Pour moi, finalement, si je dois garder que des questions, enfin les questions les plus essentielles, c'est qu'est-ce qui se passe avec notre montage juridique si on a envie de s'entretuer, et dans quel état je vais ressortir juridiquement et financièrement du projet. Donc, après, tout le reste, entre guillemets, j'ai envie de dire, ça se passe bien, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas envie de se casser ou de se tuer, en fait, on suivra les règles. Donc, il faut vraiment ne pas avoir peur de parler des choses qui vont... voilà, et quand vous êtes dans un début d'aventure collective, vous n'avez pas envie de parler du divorce ou quand on va se tuer. Après, le deuxième conseil, c'est de ne pas aller trop vite. C'est-à-dire, le montage juridique, c'est le résultat de tout un travail plus humain, plus profond. Et c'est une traduction dans un langage et une technique de droit. Et c'est pas le point de départ. Et bien trop souvent, de moins en moins, mais chez Amoléger, pendant nos événements, moi, on venait, on me disait, on va faire ça. En fait, ça faisait 3-4 mois qu'ils se connaissaient. Et donc ça, je disais, en fait, ça sert à rien. Parce que... Donc, voilà, pas prendre la fin pour le début. Ensuite, la troisième chose que j'ai remarqué, c'est de ne pas laisser les gens au bord de la route sur le sujet juridique. C'est de vous prendre la tête, même pour les enfants, finalement, de bien expliquer. Moi, par exemple, je le fais pas dans mon projet collectif, c'est moi qui mène la partie juridique parce qu'on n'est pas encore rentré dedans. Mais vraiment, quand on va rentrer dedans, je prendrai du temps, enfin en tout cas je me fais ma promesse à moi-même, de prendre du temps que pour tout le monde soit clair tout le temps. Et si c'est pas clair, c'est que j'ai mal expliqué ou que c'est pas clair pour moi. Voilà. Par exemple, un truc tout con, comment calculer le prix d'un canon d'un bail amphithéotique? Ça m'a pris 3 ans pour trouver la règle. Parce qu'en fait, déjà, on me disait des trucs que je croyais au début. Ensuite, j'allais vérifier. Il y a eu des gens comme Adrien qui m'ont expliqué le contraire. Mais ensuite, je pose les questions et on me répond pas vraiment. Et en fait,
quand on est dans le collectif monsieur juridique, on peut faire la même chose sans s'en rendre compte. De répondre à côté, de répondre à moitié. Au fond, nous, on sait qu'on ne sait pas vraiment à 100%. Donc voilà, c'est faire ça. Et quatrièmement, de laisser du temps de digestion après chaque grosse phase. Genre, vous avez rédigé des statuts, un règlement intérieur, vous avez fait une gestion par consentement, un vote à la majorité, vous êtes OK. Laissez quand même, par principe, 10 jours, 15 jours, sans en parler, pour refaire une deuxième décision avec juste 15 jours de décalage et vous n'en avez pas parlé entre-temps. Hein. Bah, vous allez voir, peut-être vous verrez les choses différemment. Voilà. Merci. On va prendre une dernière question avant de clôturer. Ouais. Merci. On a beaucoup parlé de propriété d'usage et en fait ça me questionnait sur les priorités d'usage. Sur un outil de production par exemple, ça me pose moins de questions, mais par exemple sur un objet environnemental, comment on gère ça? Et donc ça questionne peut-être plutôt la manière de faire société ensuite derrière, mais voilà, ça me questionnait. C'est une super question, la bataille des usages. Est-ce qu'il y a un usage qui prévaut sur un autre, culturel, souveraineté alimentaire? Enfin, on peut revenir aux besoins de base quand même. Se loger, vivre, se nourrir, se soigner, boire, l'eau. En ce moment, on voit que c'est la prochaine bataille des usages. La qualité de l'air. On a quand même créé un droit de propriété à polluer l'air. Hein. La compensation, enfin comment on appelle ça, les crédits carbone des entreprises, c'est ça. Hein. Donc on a créé une possibilité pour des entreprises de compenser, donc de payer à polluer. Donc la bataille des usages, elle pose plein de questions. J'ai pas de réponse. J'aurais tendance à dire se concentrer sur l'essentiel déjà. Donc malheureusement, je suis pas loin de penser que certains usages, même si aujourd'hui ils sont acceptés, entrant en concurrence dans les années à venir avec d'autres plus nécessaires, ils vont devoir s'effacer. Mais comment le faire juridiquement et comment créer un ordre des usages, c'est pas facile. Heureusement, il y a quelques bons exemples récemment. La chute du métaverse, on voit bien que c'était un usage non nécessaire. Et ça encore, ça nous permet d'être optimistes. C'est-à-dire, tout le monde se disait dans le métaverse, et les gens commençaient à acheter des maisons dans le métaverse pour être à côté de Kanye West. Bon, c'est bon, là, la mode est passée et a priori, le métaverse ne va pas remplacer le concret, le palpable. Donc, on va quand même arriver à un ordre des usages, une priorité d'usage, mais comment concrètement ça va se matérialiser, j'en ai aucune idée. T'as un avis ? Je peux partager un peu ma pratique là-dessus. Donc, en tant que ruraliste, du coup, il y a vraiment un enjeu là sur l'espace rural. Donc, les zones agricoles, l'artificialisation, etc., des terres agricoles, c'est un véritable sujet, quoi. Et justement, aujourd'hui, en fait, on a une question qui se pose de manière forte. Il faut qu'on installe des agriculteurs. Ces agriculteurs, pour s'installer, il faut qu'ils aient un habitat. Et finalement, les agriculteurs qui partent à la retraite conservent le plus souvent leur habitat. Et on voit en fait cette tension-là qui est en train de se mettre, de se dire il faut qu'on protège les terres agricoles. Donc protéger, c'est de manière un peu globale interdire la construction. Donc c'est la fameuse inconstructibilité de principe des zones agricoles et naturelles. Mais en même temps, on voit bien que cette interdiction de principe, en fait, elle pose une difficulté parce que quand on ne peut pas habiter, on ne peut pas aussi travailler dans ces espaces-là. Et en même temps, il faut les investir. Là, je n'ai pas de réponse. C'est vraiment une tension, je pense, qui doit se poser presque à chaque situation. C'est là où, en fait, où la limite des règles générales et du droit, parce que finalement, le droit, son rôle, c'est de venir se dire, globalement, il y a ce problème, et globalement, on va le traiter comme ça. Et poser des règles. Alors que voilà, chaque situation est particulière, etc. Donc il y a eu un durcissement de la constructibilité des zones agricoles parce qu'à un moment donné, il y a eu du n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça pose problème. C'est pour ça que j'étais un peu dégoûtée de ne pas être là hier parce que c'était un sujet qui était abordé. Et par exemple, peut-être entre l'inconstructibilité de principe
et la construction à tout va, il y a peut-être une autre manière de construire, quoi, d'autres manières d'habiter. Et c'est pour ça que peut-être l'habitat léger mobile démontable, réversible, pardon, c'est aussi quelque chose qui vient en fait de manière intéressante offrir des réponses, des pistes de réflexion là-dessus, et peut-être pour pouvoir travailler ça de manière cohérente, puisque c'est des questions complexes en fait, eh bien il faut justement qu'on se prenne un peu tous par la main et qu'on se dise on communique entre personnes qui sont plutôt qui passent du temps sur tel et tel sujet, plus sur l'agricole, plus sur l'habitat léger, etc. Et qu'on construit aussi des réponses collectives un peu complexes dans le sens de ce qu'on tisse ensemble par rapport à l'existant et être force de proposition. Voilà. Mais pas juste justement défendre un côté de l'autre. Mais moi, c'est un sujet sur lequel vraiment je suis en réflexion, en cheminement en permanence, parce que c'est une vraie question qui est dure, quoi. Pas facile. Merci beaucoup. Ça sera les dernières réponses du coup par rapport à ce temps. Voilà, j'aimerais beaucoup qu'on remercie nos 3 invités pour cette conférence sur la propriété. Merci Vincent. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute, c'est top. En tout cas, je ne pensais pas avoir autant de monde et ça fait plaisir. Donc merci pour votre présence, pour votre écoute. Peut-être si vous avez envie de dire un dernier mot, je sais pas, par rapport au sujet, par rapport au festival, par rapport à ce que vous avez envie de dire. Moi, c'était des livres qui m'ont bien aidé sur la propriété. Peut-être avec le micro ? Ah oui. Du plus simple, on va dire, au plus complexe. Plus simple parce que c'est de l'histoire, c'est Thomson, la guerre des forêts. Donc voilà, c'est sur le droit de propriété anglais, comment il a évolué sur le contexte des forêts et des villageois. Ensuite, un deuxième livre assez descriptif et facile, c'est La bataille de la Sécu de Da Silva. Donc il raconte là récemment l'histoire de la fondation de la sécurité sociale, mais en mode debunk. Donc il a un ton plus moderne. Alain Testard, c'est un anthropologue qui est incroyable, qui est terrible, et il écrit très bien. Proudhon, qu'est-ce que la propriété ? Moi, je sais que ça m'a... Première fois que je l'ai lu, j'étais comme un dingue. Et de manière générale, ça pose beaucoup de questions, en fait. Les réponses aussi sont très très bonnes, mais beaucoup de questions incroyables. Dardo Laval, commun, mais qui est très épais. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est toute la partie historique et étymologie, philosophie, voilà. Mais c'est vraiment, ça peut occuper une année si vous prenez le temps. Et ensuite Friot, Bernard Friot, sur tout ce qui est sécurité sociale. Il y a des vidéos sur YouTube beaucoup. Après lui, il est un peu chiant, mais il y a d'autres gens qui vulgarisent. Et après, il y a Marx, parce que c'est le plus précis et le plus incroyable en termes de précision, mais c'est pas facile. Voilà. Un dernier mot de la fin, Amel, Adrien. Non, simplement vous remercier Amo Léger de nous permettre d'avoir ces moments, ces discussions, de prendre le temps. C'est vraiment précieux, donc merci. Merci. Merci beaucoup et bon appétit.